Il y a tous les atouts pour réussir dans les années à venir. Merci, Monsieur le Ministre. Comme vous l'avez rappelé, dans un premier temps, des mesures conjoncturelles pour exprimer la solidarité de la nation vis-à-vis des éleveurs laitiers. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des entreprises qui ont beaucoup investi et il me paraissait nécessaire d'avoir des mesures conjoncturelles. Sur les mesures structurelles, vous évoquez bien sûr votre démarche au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas concevoir l'agriculture sans avoir une démarche européenne. Par contre, pour ce qui concerne la loi de modernisation de l'agriculture, vous l'avez évoqué, je crois que nous avons à travailler pour redéfinir un cadre assez simple de l'avenir de notre agriculture. Et je crois que diverses propositions pourront être faites de façon à prendre en compte la notion d'entreprise que représente l'agriculture d'aujourd'hui. Moi, je ne vais pas être plus long parce que c'est surtout pour que mes collègues puissent vous interroger. Je vais donner tout de suite la parole à Gérard Bailly qui préside le groupe d'études élevage, qui est peut-être le plus à même de poser une question dans un premier temps. Mais alors, Yannick Botrel, et je propose de vous inscrire si vous voulez poser des questions. Gérard Bailly. Bien sûr, Monsieur le Ministre, nous sommes très très heureux que vous soyez parmi nous cet après-midi. Et je me joins aux propos de Jean-Paul et Maureen, justement pour vous remercier. Et puis aussi, vous remercier aussi de l'action que vous conduisez au niveau européen pour faire en sorte de trouver, comme vous venez de le dire, une majorité qui permettra que l'Europe revoie ses positions dans ce domaine-là, puisque nous n'oublions pas que les causes déjà sont venues de la décision européenne, de tout ce qui était les aides au stockage, de tout ce qui était un petit peu laissé à volo, les marchés agricoles et les marchés laitiers en particulier. On rappelle quand même, je crois qu'il ne faut pas oublier de le dire, que l'agriculture, ce n'est pas une production comme un autre. On ne choisit pas les quantités que l'on peut faire. La météo y est pour beaucoup, et beaucoup d'il y a. Et on sait qu'en agriculture, 1 ou 2% de manque de produits, les prix s'enflamment. 1 ou 2% d'excédent, les prix deviennent catastrophiques. Donc on sait aussi que tout cela, l'agriculteur ne peut pas le décider lui-même, que ce soit les rendements laitiers, que ce soit la production des vaches ou voir les arbres fruitiers, s'ils vont produire ou pas. Donc quand même, il faut que l'Europe comprenne bien que l'agriculture, ce n'est pas un bien comme les autres, et qu'il doit y avoir absolument des systèmes de régulation. Et vous l'avez rappelé, et je crois que nous souhaitons tous, bien sûr, que nous ayons dans ce sens-là. Deuxièmement aussi, je crois que l'année dernière, on peut dire quand même que la DGCRF nous a pas aidés. Nous a pas aidés, je crois qu'il ne faudra pas peur de le dire, parce que aussi, on sait aussi que l'agriculture essayait de s'organiser avec, bien entendu, la transformation, voire la commercialisation, et plus que des menaces ont été faites en disant les règlements européens ne le permettent pas. Donc c'est vrai aussi que on a laissé un peu aller tous ces accords et qu'on a vu dès ce moment-là une bien moins bonne organisation des agriculteurs. Donc je voudrais pas non plus qu'on montre trop du doigt les agriculteurs là-dessus, puisque ils ont été menacés de sanctions de ce côté-là. Donc ma première question irait dans ce sens-là, justement, parce que je crois que c'est important. Vous avez beaucoup parlé de l'organisation européenne, mais aussi de l'organisation nationale. Aujourd'hui, eh bien, qu'en sera-t-il de l'organisation entre la transformation? Mais personnellement, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la transformation, il faut aller à la commercialisation. Je crois qu'on a peu parlé aujourd'hui de la commercialisation. Aujourd'hui, la crise du lait, dites-moi voir si vous avez trouvé que les prix du lait dans les grandes surfaces ont baissé. Jusqu'à présent, moi, toutes les informations, j'ai demandé qu'on fasse des relevés. Et justement, là aussi, on aimerait bien aussi que ce qui a été fait avec le contrôle des marges, avec tous les prix dont vos prédécesseurs avaient lancé Michel Barnier, Luc Châtel, eh bien que là aussi, on montre quand même à la grande distribution que ce contrôle des marges, ce n'est pas que des mots, mais quand même aussi qu'on ait complètement une transparence. Parce que quand même nos entreprises de transformation, que ce soit dans le domaine laitier ou dans les autres domaines de l'agroalimentaire, voire dans d'autres produits industriels aujourd'hui, subissent tellement une pression de la grande surface que ce n'est pas elles, je crois, qui aujourd'hui sont en situation les plus mirobolantes.
Cherchons où est aujourd'hui la plus-value importante. C'est quand même bien au niveau de la commercialisation. Et je trouve que vous n'en parlez pas beaucoup et on n'en parle pas beaucoup. Moi, personnellement, tous les stages d'immersion qu'a demandé le président du Sénat, je les ai toujours faits soit dans de la grande surface, soit dans des entreprises qui livrent à la grande surface. J'ai toujours été pour essayer de voir quelles étaient ces articulations. Donc je crois aussi, Monsieur le Ministre, qu'il ne faut pas du tout oublier ce domaine-là et que aujourd'hui, si vous faites un tout petit calcul, vous augmentez les prix des produits alimentaires de 3%. Quand vous savez, dans les produits alimentaires, le peu qui va à la production agricole, dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit dans de la charcuterie ou dans un yaourt, vous verrez bien qu'on donne une marge considérable aux produits agricoles, à la production, si on veut bien calculer aussi cela. Je trouve qu'on n'en parle pas. Et que là aussi, il y a une possibilité. J'aimerais bien qu'on regarde un petit peu au niveau de la commercialisation et de la mise en marché, parce que je crois que cela est important. Ce que je voudrais aussi poser comme question, bien sûr, c'est sur la compétitivité. Quelle agriculture on veut? On va en parler bien sûr avec la loi d'orientation, parce qu'aujourd'hui, vous avez affaire, je le sais que c'était difficile pour votre prédécesseur, au niveau de l'Europe, avec l'Europe du Nord qui veut des structures beaucoup plus grandes, je crois, en élevage, et puis aussi nous qu'on veut quand même maintenir un maximum d'acteurs sur le territoire que sont les paysans. Je voudrais quand même rappeler aussi aux collègues qui sont ici, peut-être que tous les ont pas en tête, il y a seulement 25 ans, il y avait 439 000 producteurs de lait, on en est à 97 000, donc vous voyez déjà qu'en 25 ans, passer de 439 000 à 97 000, tout ce qui va descendre, et qu'on avait 7 100 000 vaches et qu'on en a plus que 3 700 000. Donc ça aussi, c'est quand même un potentiel économique qui n'est plus dans nos pâtures. Je ne parle pas des ovins, je crois avoir dit à l'époque ce que c'était. Heureusement que la technicité des éleveurs a beaucoup amélioré, puisque ces vaches qui sont beaucoup moins nombreuses, puisqu'elles sont plus de la moitié moins, on produit quand même davantage, heureusement. C'est pour ça aussi que, je dis tout de suite, hein, moi j'étais producteur de lait, hein, mes fils sont producteurs de lait. Quand je vois les efforts qu'on a fait dans les exploitations immenses, quand je vois tout ce qu'on a fait et que aujourd'hui, des fois parfois on dit, mais l'agriculteur, vous pouvez encore diminuer vos marges, eh bien c'est quand même difficile. On voit le prix des carburants, bien sûr. On vient de voir encore qu'on vient de reprendre maintenant les primes d'équarrissage. On vient de voir les vaccinations pour la fièvre catarrhale. Et puis, bien entendu, aussi se dessinent encore quelques charges avec le Grenelle. Peut-être le président de la République a bien annoncé que la taxe carbone ne serait pas supportée par l'agriculture, mais comprendrez bien quand même qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations, et vous le comprenez bien, vous l'avez senti sûrement dans toutes vos visites, un petit peu sur tous ces points que je vais venir. Donc, pour en terminer avec des questions, j'en ai déjà posé une. Il y en a une autre que je veux poser, c'est votre prédécesseur avait décidé aussi 2 médiateurs, Philippe de Guénin et Pierre Le Petit. Est-ce que leur travail se poursuit justement pour cette grande médiation? Parce que je me répète un petit peu. Production, transformation, commercialisation. Je crois qu'il faut absolument qu'on aille jusque-là dans les accords pour demain. Vous avez aussi évoqué, et nous y souscrivons complètement, le problème de l'étiquetage avec le label France. Je crois que cela est important. Mais vous avez beaucoup évoqué aussi tout ce qui est qualitatif, hein, c'est la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, le développement durable. Mais admettons que nos agriculteurs français vont produire avec toutes ces conditions, c'est déjà ce qu'ils font, j'en ai parlé, et c'est, je crois encore, c'est ce qu'ils sont prêts à faire. Mais faut-il aussi que demain, nous soyons sûrs que les débouchés au prix de ces produits, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec des charges bien plus importantes en termes de main-d'œuvre qu'ailleurs, on puisse aussi encore vendre nos produits. Vous le savez qu'aujourd'hui, les études qui ont été faites, je crois, par des organismes compétents ont montré que le coût dans une exploitation de 200 000 litres, le coût d'un litre de lait, c'est 313 €. 313 la tonne, excusez-moi, ça va de soi. 313 € la tonne, et que
Aujourd'hui, les agriculteurs en sont à 293. Et cela sans parler du travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu loin des objectifs. Et puis vous le savez aussi, ça peut être évoqué, les veaux d'élevage dans les exploitations aujourd'hui. Je crois la direction régionale de l'agriculture de Franche-Comté vient de nous donner le prix des veaux en 2007 en moyenne, des veaux de 8 jours, 139 €, 103 en 2008. Au mois de novembre, ils étaient vendus 49. Vous savez aussi que c'est un problème qui vient s'ajouter, comme le prix de la viande. Donc quand même, vous avez, Monsieur le Ministre, une tâche immense. On a confiance en vous, j'ai confiance en vous. Je pense aussi que beaucoup des collègues autour de la table. Mais je crois qu'on aura à jouer sur beaucoup de critères pour essayer de redonner espoir aux agriculteurs, parce que jamais j'aurais pensé, même personnellement étant de la profession, que les producteurs de lait seraient allés si loin dans les manifestations ces jours, tellement le désarroi est grand, et on le voit aujourd'hui, même tous les responsables professionnels sont tous dépassés tant les gens sont angoissés. Donc je crois qu'on a une crise, vous l'avez dit, qu'on a rarement connue. Donc je crois qu'il faut tous ensemble qu'on s'attelle, pas à se critiquer, mais à chercher les meilleures solutions pour demain. Mais merci mon cher collègue. Je voudrais rappeler à mes collègues qu'il y a encore 5 ou 6 demandes de parole. Il n'y a que le président du groupe d'études élevage qui avait droit à l'exposé des motifs et de poser des questions. Alors, Monsieur le Ministre, je vous propose que nous passions peut-être aux questions, et puis après, parce qu'il y aura certainement des interférences dans les questions, et je crois que ça pourrait peut-être faciliter vos réponses. Yannick Botrel. Oui, Monsieur le Ministre, le constat que vous avez dressé, beaucoup d'entre nous le font, et sur l'analyse, il n'y a pas grand-chose à dire. La crise, elle est structurelle et conjoncturelle dans un certain nombre de filières, liées à l'état du marché, nous en sommes d'accord, avec malgré tout un focus que chacun fait sur la crise actuelle de la filière laitière, qui ne tient pas simplement qu'à un problème de surproduction. Je crois que dès le mois de mai, la question a été évoquée au Sénat, question d'actualité au gouvernement, rappel au règlement lors d'une séance. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui était éminemment prévisible. Ce qui ne l'était pas forcément, ça a été cette grève du lait qui prend dans certaines régions. Moi, je suis d'un bassin laitier où il y a un grand nombre d'éleveurs désormais qui font la grève du lait, et c'est vrai que c'est complètement inhabituel. Jusque-là, on avait le droit à des mouvements revendicatifs très forts, parfois violents, mais de cette nature-là, nous ne l'avons jamais vu. L'ambiance est très lourde, incontestablement très lourde, division très forte entre agriculteurs désormais, mais qu'on retrouve dans d'autres conflits sociaux entre grévistes et non-grévistes. Mais il ne faut pas minimiser ces choses-là, elles me paraissent extrêmement importantes. Et puis ce qui est extrêmement important également, c'est que les organisations syndicales, et singulièrement l'organisation la plus représentative, n'est plus écoutée aujourd'hui par les agriculteurs, y compris par ses adhérents. Tout ça vient du fait que les gens ne voient plus de perspective, et qu'il est grand temps que, effectivement, les pouvoirs publics soient en capacité d'en donner quelques-unes. Beaucoup d'exploitations sont déstabilisées, et on se demande jusqu'à quel point. J'entends par là que vous annoncez un certain nombre de mesures, dont je ne conteste pas le bien fondé, mais avez-vous des éléments aujourd'hui en votre possession pour nous dire que, quand bien même ces mesures seraient appliquées, combien d'exploitations ne se relèveront pas de cette crise dans la filière laitière? Parce qu'on sait qu'il y avait déjà des gens qui étaient mal avant que la crise n'éclate, et bien évidemment, compte tenu des circonstances et compte tenu des pertes qui sont constatées aujourd'hui, on voit mal comment elles pourraient s'en sortir. Parce que le fond du problème, et il a été évoqué, le fond du problème, c'est la rémunération. Il est clair qu'au niveau de rémunération où on est, et quand bien même on contractualiserait, on ne voit pas comment l'équilibre économique des exploitations pourrait être rétabli. Alors sur
l'examen des causes de la crise, il y a d'évidence un phénomène de surproduction. Et pour autant, il y a aussi des décisions qui ont été prises et qui relèvent soit des politiques européennes, soit, parce que c'est parfois commode de mettre en cause l'Europe à certains égards, soit aussi des mesures qui auraient pu être prises au plan national. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'elles ont déjà été évoquées, mais le début de la dérégulation, c'est quand on a commencé à dire en 2003 qu'on allait aller à la fin des quotas. Alors certes, depuis, il y a eu des événements. 2007, la crise, enfin, au plan du marché mondial, la Nouvelle-Zélande, qui est un gros exportateur, se trouve en situation de crise. Les prix flambent. On relâche absolument tous les mécanismes dans la période. Mais on a vu à un moment donné qu'on retrouvait l'équilibre du marché, dont je suis d'accord pour dire aussi qu'il tient à très peu de choses. Et néanmoins, on a continué sur cette idée d'augmenter l'autorisation de produire par un pourcentage supplémentaire de quotas chaque année, tout en annonçant qu'en 2015, ce serait terminé. Et puis aussi dans ce système qui fonctionnait en France sur la base d'un accord de filière grâce au CNIL, eh bien l'intervention de la DGCCRF est venue singulièrement perturber le paysage et perturber les relations qu'il pouvait y avoir entre les partenaires. Donc il y a des causes qui tiennent au marché, d'autres qui tiennent aux décisions politiques qui ont été prises, et puis d'autres qui tiennent aussi à des mesures qu'on pourrait qualifier de plus nationales. Alors, aujourd'hui, j'entends tous les partenaires dire qu'il faut retrouver la régulation. Certains ne le disaient pas il y a quelques mois. Mais systématiquement, dans tous les discours désormais, y compris d'ailleurs dans celui que vous venez d'exprimer au nom du gouvernement, on retrouve ce mot de régulation. D'évidence, c'est le bon sens. On n'est pas dans une production, l'agriculture n'est pas un système de production comparable à certains autres. On sait très bien qu'on est sur des cycles lents, que les gens engagent des capitaux importants pour pouvoir produire et que cela demande, comme je le disais, un certain nombre d'années avant de pouvoir retrouver un retour sur investissement. Donc aujourd'hui, le mot régulation, on l'entend partout. Simplement, j'entends aussi les efforts que vous avez entrepris de faire en direction d'un certain nombre de pays européens. Et je crois que le mot Europe aussi, on l'entend d'ailleurs. Curieusement, on l'entend partout aujourd'hui, alors qu'on l'entendait un peu moins. Simplement, on voit qu'on a affaire à un certain nombre de pays qui ont une approche extrêmement diversifiée de la production agricole et singulièrement de la production laitière. Il serait quand même intéressant que, au-delà du mot lui-même qui intéresse tout le monde, on nous explique aujourd'hui sur quel mécanisme on peut compter désormais pour introduire un peu plus d'organisation dans la filière laitière. Je crois que autant sur le concept nous ne pouvons qu'aller dans le sens de ce qui a été dit, autant sur la déclinaison du concept, on est resté un peu sur notre faim et on souhaiterait bien évidemment avoir un peu plus de précision. Quant à l'incidence sur la filière elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai le sentiment, et je le dis avec beaucoup de tristesse, qu'un certain nombre d'agriculteurs ne survivront pas à cette crise. Les mesures, vous les avez annoncées. Pensez-vous que ce sera suffisant et ne faudrait-il pas que dans chaque département, dans chaque région, il y ait véritablement un regard plus précis porté sur la situation des agriculteurs ? Merci, mes chers collègues. Je demanderai d'être moins long sur l'exposé des motifs, mais poser vos questions plus rapidement, parce que le contexte, je crois que tout le monde le connaît, mais vous pouvez avoir des questions un peu plus personnelles à poser. Alors surtout que l'intervenant qui va suivre, c'est Marcel Deneux, qui a beaucoup de responsabilités dans la filière laitière. Ah, c'est lui. Bravo. Bon. Une première chose pour mettre au point, Président, je n'ai plus aucune responsabilité dans la filière laitière. J'ai quelques responsabilités dans la filière viande, mais j'ai eu 30 ans de responsabilité dans la filière laitière, dont je m'honore. Mes chers collègues,
Et c'est justement ce que je veux vous dire, Monsieur le Ministre. Tout ce qu'on dit, mes amis, moi je le partage. Vous arrivez à un moment où la situation est grave. On a rarement eu une situation agricole à revenus dégradés dans toutes les productions comme en ce moment. Même les productions végétales qui n'avaient pas l'habitude sont dégradées. Vous arrivez au mauvais moment. Vous n'avez peut-être pas choisi votre moment, c'est vous qui êtes arrivé. Alors il va vous falloir faire de gros efforts pour dire les choses que les agriculteurs comprennent. Hein, et notamment, moi je veux le redire après tous mes amis, il faut affirmer qu'il n'y a pas de revenus agricoles dans des marchés désorganisés et qu'il n'y a pas de marché organisé si on ne maîtrise pas le volume de production. Après, on peut discuter de tous les mots, quota, pas quota, contrat, tout ce qu'on veut. Le problème de base, c'est celui-là. Si vous cassez le marché en ayant 1% de volume de production en plus. Bon, alors, dans la crise actuelle, dans toutes les choses qui ont été dites, pas dites, mais dont il faut se rappeler, moi, mon sentiment personnel, c'est que la crise que nous vivons en France aujourd'hui, ce sont des répercussions un peu lointaines, mais pas si lointaines que ça, de notre politique des agrocarburants. Bon, on mesurera tout ce qu'on veut, c'est clair que quand on regarde bien la répercussion des productions végétales sur les productions animales, le prix de la viande, le prix des veaux, tout ça part de... Bon, alors on l'avait dit il y a 3 ans, on n'a pas pris les mesures qu'on aurait dû prendre. Autre chose que je veux dire, Monsieur le Ministre, puisque j'ai quelques responsabilités dans la viande, je peux révéler des choses sans qu'il y ait trahison de secret professionnel. Il est clair que nos amis de la grande distribution jouent un jeu particulier. Moi, je suis dans un groupe où nous livrons des marchandises, on fait 300 000 steaks hachés par jour, nous sommes en pré-étiquetage et il est courant que nous changeons les étiquettes sans que notre prix de vente à nous soit changé, sur des raisons que nous ne comprenons pas toujours. Et quand on est du côté des producteurs, on est quand même un peu étonné, le dirais-je avec des nuances, d'un type de comportement qui apparaît une complicité entre les pouvoirs publics et la grande distribution. La position de la DGCCRF de l'année dernière ne s'explique pas autrement. Alors après, on peut l'habiller comme on veut, mais quand vous faites des réunions de canton avec des agriculteurs, ils sont de plus en plus doués. L'information d'économie politique passe et il faut remonter une pente qui n'est pas facile pour dire qu'on le sait. Bon, alors tout ça existe dans un climat global. Je ne vais pas reconstruire la politique agricole mondiale, mais j'ai regardé l'année dernière avec quelques amis dans 16 pays de l'OCDE. Le revenu moyen des agriculteurs est au-dessous du revenu moyen du pays. C'est donc un type de politique des pays développés, conduit d'une certaine manière. Nous voulons en France nous y opposer, il faudra le dire. Chirac avait commencé à dire des choses intelligentes il y a 5-6 ans au Congrès mondial des jeunes agriculteurs. On peut reprendre ce discours. Il est clair qu'il y a un problème de confiance des agriculteurs qu'il vous faut mettre en place. Alors, j'en dirai pas davantage dans les choses que j'avais notées. Je le dis pour notre ami Bailly, mais aussi pour tout le monde. Méfiez-vous du côté langage de prendre ces chiffres de diminution de producteurs en nombre. Quand j'étais président de la FNPL, j'ai connu 520 000 producteurs cotisants. Donc ils existaient. Hein. Et nous avons à ce moment-là mis des quotas laitiers, quand je dis nous, j'y ai beaucoup contribué, pour 224 millions d'hectolitres de lait pour la France. Nous sommes aujourd'hui autour de 110 000 producteurs de lait. Nous faisons toujours 224 millions d'hectolitres de lait. Autrement dit, c'est pas le nombre de producteurs qui fait la production, c'est le nombre d'étapes et le nombre de vaches. Et de ce côté-là, Monsieur le Ministre, vous aurez à vous pencher encore sur la politique génétique de ce pays. Il y a ici ou là des détails à corriger, mais vous avez autour de vous un excellent cabinet, une très grande administration qu'il vous faut écouter. Écoutez les agriculteurs, essayez de comprendre ce dossier. Il y a un très bel avenir pour l'agriculture de ce pays, à condition que l'on soit sûr et que les perspectives soient ouvertes. Et je m'arrête là. Il est clair qu'il n'y aura pas d'avenir
bâtir pour cette agriculture sans organisation. Appelez-la comme vous voulez, mais il faut une régulation absolue. Alors, on pourrait chevaucher la période qui s'annonce si jamais on réussit au G20 à dire qu'après tout, il faudrait réguler l'économie capitaliste. On pourrait en profiter pour chevaucher, pour dire que même à l'OMC, les orientations qu'on a prises sont pas les meilleures, qu'il y a des considérations nouvelles à faire rentrer, tout ça. Moi, je vous donne quelques pistes. Si vous permettez, je peux tous les 15 jours vous retéléphoner pour vous dire ce que je pense en fonction de la conjoncture, mais je pense profondément qu'il vous faut retrouver la confiance des agriculteurs et qu'avec un discours bien fait, on peut y arriver. Vous avez affaire à une agriculture qui est formidable. Vous avez dit c'est la première de l'Europe, c'est peut-être plutôt la deuxième en ce moment, mais enfin, c'est quand même un joyau formidable qu'il ne vous faut pas gâcher. On vous fera confiance, mais il faut changer le comportement des pouvoirs publics. Merci, mon cher collègue. Je crois que M. Deneux, Monsieur le ministre, vous a aidé en partie dans vos réponses. Et tous les 15 jours, vous pouvez attendre un appel, mais je ne suggérerai pas à l'ensemble des sénatrices et sénateurs de vous appeler aussi régulièrement. Ce qu'on constate, c'est d'une base de 500 000 producteurs de lait, vous êtes à 100 000. On peut imaginer que les manifestations sont moins importantes, mais le problème reste entier. François Marc. Merci. Je voulais remercier le président Morin d'avoir bien voulu associer les collègues d'autres commissions, notamment des finances, à cette audition, compte tenu de l'importance du sujet aujourd'hui. Et je vais être très bref. Je crois qu'on peut s'accorder sur l'objectif que Monsieur le ministre vient de nous énoncer, à savoir gagner la bataille de la régulation. Et d'ailleurs, on peut se réjouir que, implicitement, dans cette formule, on sous-entend que la dérégulation était une mauvaise politique. Et donc, on ne peut que se réjouir de l'objectif qui est ainsi affiché. Reste pour qu'on puisse tous se mobiliser à ce qu'on soit d'accord sur ce qu'il y a derrière cette régulation. Et j'ai donc deux questions de ce point de vue, parce que, évidemment, la question se pose aujourd'hui dans un contexte où il y a des discussions sur les rapports de force au sein de la filière laitière, comme il y a des discussions dans bien d'autres filières, où on a aussi ces enjeux, où chacun essaie de tirer le maximum. J'ai deux questions. La première, est-ce que la solution, Monsieur le ministre, qui va être préconisée comportera une baisse de production laitière? Est-ce que c'est là-dessus que vous envisagez de mettre en avant des mesures régulatrices utiles et nécessaires? Et deuxième question, quel sera le rôle qui sera réservé, quel pouvoir pour les agriculteurs dans le dispositif qui va être suggéré par la France, dès lors que ce qui a été annoncé ces derniers jours, semble-t-il, ne reçoit pas l'agrément de nombreux agriculteurs, puisqu'il est question de contrats de fourniture aux laiteries avec, selon certains, une tendance à une quasi-intégration de certains producteurs laitiers, ce qui ne semble pas satisfaire nos agriculteurs, beaucoup d'entre eux en tout cas. Donc, quel est selon vous le pouvoir qui serait préservé pour le monde agricole qui aujourd'hui s'interroge justement sur la capacité qu'il aura demain à peser sur les prix? Est-ce que dans le dispositif préconisé par la France, on va veiller à ce que le monde agricole préserve ce pouvoir économique dans la filière à travers un dispositif qui sera sans doute pas ce qu'il était hier, mais qui permettra néanmoins d'avoir une réponse satisfaisante. Ce sont les deux questions qui me paraissent, moi, essentielles aujourd'hui, au point où en est la discussion au sein de la profession. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, je vous propose de répondre aux 4 intervenants et après, j'ai encore 6 demandes de parole. Bien, j'espère que vous n'avez pas de rendez-vous prévu avant tard dans la soirée, parce que vous avez ouvert beaucoup de sujets qui sont tous essentiels, mais qui demandent évidemment des discussions approfondies. Je précise d'ailleurs qu'on est à un moment, je le dis de manière très générale, on est à un moment de l'histoire de l'agriculture française, comme à un moment d'ailleurs de l'histoire de l'économie européenne ou mondiale, où les choses sont à inventer. Donc moi, je n'arrive pas avec des solutions définitives, toutes prêtes, en vous disant, voilà, je mets ça sur la table, ça me paraît la meilleure solution, et puis circuler, il n'y a rien à voir. On avance pas à pas. Et je réponds très rapidement à François Marc sur ce sujet. Je suis passé sur la relation entre producteurs et industriels, d'une position où il me semblait que le rapport de force était équilibré, mais n'était pas suffisamment en faveur des producteurs, à une position sur laquelle je reviendrai plus dans le détail, où les producteurs ont davantage voix au chapitre. Précisément parce que ça n'a jamais été fait,
il faut être très prudent dans la façon dont on avance pour bien tenir compte des opinions de tout le monde. Et c'est un des aspects importants de ma démarche, qui est d'écouter absolument tout le monde pour être certain qu'on prend les bonnes décisions et qu'on fait les bons choix. Il ne s'agit pas d'appliquer des recettes du passé, il s'agit d'en inventer de nouvelles. Et comme toujours, lorsqu'on invente des choses nouvelles, il vaut mieux écouter le plus largement possible pour être sûr de ne pas faire d'erreur et reconnaître d'ailleurs, lorsqu'on n'est pas allé dans la bonne direction, être capable d'améliorer les choses. Pour répondre aux remarques de Gérard Bailly, et pardonnez-moi de prendre un peu de temps pour essayer de rentrer vraiment dans le fond des sujets. Que l'agriculture ne soit pas une production comme une autre, c'est l'évidence. Les évidences, malheureusement, ne sont pas toujours partagées. Beaucoup d'États européens estiment que produire du lait ou produire des vis et des boulons, c'est la même chose. C'est un des aspects de la bataille qu'il faut conduire pour arriver à mettre en place la régulation. Quand vous dites que 1 à 2% d'excédents conduisent à des variations catastrophiques des cours, je précise, pour être tout à fait concret, que c'est exactement ce qui s'est passé et qui explique principalement, pas seulement, mais principalement, la chute du prix du lait en 2009. Dans les années précédentes, notamment en 2008, on avait eu la conjonction de deux phénomènes. D'une part, un problème climatique et météorologique majeur qui avait affecté la Nouvelle-Zélande et qui avait conduit la Nouvelle-Zélande à baisser de quasiment de moitié sa production de lait. La production de lait de la Nouvelle-Zélande, elle est marginale par rapport à la production européenne. Mais comme elle est transformée largement en beurre poudre, elle a une incidence sur les marchés internationaux très forte. À cela s'était conjuguée la chute de la consommation du lait en Chine. D'où des cours qui avaient remonté, qui avaient flambé jusqu'à plus de 400 € la tonne de lait. L'année suivante, plus de problèmes météorologiques, des débouchés qui explosent en Chine, une production qui, elle, augmente en Nouvelle-Zélande et des cours qui s'effondrent. Mais je précise juste que l'effondrement des cours résulte d'une variation de la production de lait de l'ordre de 1,8% en Nouvelle-Zélande, sachant que la production européenne, elle, étant fixée par quota, n'avait pas bougé. Donc c'est dire la volatilité des cours et l'importance qu'il y a à mettre en place une régulation qui tienne la route. Sur la DGCCRF, je ne me prononcerai pas sur l'administration d'État, je dirais juste quel est notre objectif politique. Il faut une meilleure organisation des producteurs de lait. Et c'est même la première étape qui doit permettre de construire la régulation. Avant même qu'il y ait des contrats ou des accords conclus entre industriels et producteurs, il faut que les producteurs de lait soient mieux organisés entre eux de façon à mieux défendre leurs intérêts par rapport aux industriels. Alors je trouve un peu surprenant qu'on nous reproche une meilleure organisation des producteurs, alors que dans le même temps, au Danemark, par exemple, même si le pays est évidemment beaucoup plus petit, vous savez que le système repose sur une seule organisation de producteurs, intégrée à une chaîne industrielle. Comme on est dans le cadre de la coopération, c'est conforme aux règles de la concurrence. Mais enfin, le résultat est le même. Donc je souhaiterais qu'on puisse mieux organiser les organisations de producteurs de lait en France et qu'on trouve les moyens réglementaires ou législatifs pour leur permettre de mieux s'organiser et donc de mieux défendre leurs intérêts. Votre troisième remarque, et ça rejoint des remarques qui ont été faites par d'autres de vos collègues, Monsieur le Président, portait sur la question des prix et des marges. Nous avons mis en place, à la suite des décisions de Michel Barnier et de Luc Châtel, l'Observatoire sur les prix et les marges dans la filière du lait, qui a rendu ses conclusions le 29 juillet. Les conclusions sont très claires. Ce n'est pas la grande distribution qui fait les marges les plus importantes sur le lait, ce sont les industriels. Et les industriels avec qui j'en ai discuté, tous les industriels de la transformation laitière, m'expliquent que face à la concurrence à laquelle ils sont confrontés, ils ont besoin de faire ces marges et de récupérer le maximum d'argent possible. Mais je pense qu'il y a précisément une marge de manœuvre et un travail à conduire, pas simplement avec la distribution, mais aussi avec les industriels. Je précise également que j'ai essayé, dans tous les choix que j'ai faits jusqu'à présent, de faire preuve de la plus grande cohérence possible. Je n'ai pas la vérité révélée, j'ai besoin des conseils de tout le monde, et en particulier des parlementaires, mais aussi des experts, mais j'assume les choix politiques que j'ai faits. Et de ce point de vue-là,
Je voudrais juste faire une petite incidence qui répond à d'autres questions d'autres sénateurs sur le choix qui a été fait du rachat de l'entreprise Entremont par Sodial. Vous savez qu'il y avait deux repreneurs possibles. Un repreneur strictement privé, qui était Lactalis, et un autre qui était un repreneur coopératif, qui était Sodial. Je crois que le choix qui a été fait, qui est un choix difficile, sur lequel nous continuons à avancer, mais qui est soumis à beaucoup de turbulences, est un choix qui permet de constituer un acteur coopératif fort, à côté d'un grand acteur industriel fort aussi, et ce qui d'ailleurs est une bonne chose pour les exportations françaises et pour les emplois français, qui est Lactalis. Mais tout ça s'inscrit dans un choix politique qui est de rééquilibrer les relations entre producteurs et industriels du lait en France. S'il n'y avait plus qu'un seul acteur industriel du lait en France, ou un acteur dominant, comme c'est le cas dans d'autres filières, je pense au porc, je pense à la viande, eh bien pour les producteurs eux-mêmes, la situation serait, je crois, beaucoup plus difficile. Sur la question, c'est une petite incidence, vous avez parlé de la vaccination FCO, je veux juste en dire un mot, parce que c'est un point évidemment important. Mon objectif est, d'une part, de garantir la santé publique et d'arriver à éradiquer ce fléau en engageant une campagne de vaccination obligatoire, parce que je crois que ça nous permettra de nous débarrasser de ce phénomène, mais je souhaite que la charge soit réduite ou nulle pour les éleveurs. Et nous travaillons dessus, parce que là où je vous rejoins parfaitement, c'est qu'on ne peut pas rajouter systématiquement des contraintes sur les agriculteurs sans considération de leur activité économique. C'est la même chose pour la taxe carbone, où j'ai indiqué que je souhaitais que l'exonération pour les professions agricoles soit au minimum de 50%. Les arbitrages seront rendus ensuite par le Premier ministre et par le Président de la République. Enfin, s'agissant de la médiation, pour répondre très précisément à votre question, elle n'a plus lieu d'être puisque l'accord a été signé le 3 juin et qu'il est valable jusqu'à la fin du mois de décembre, l'accord sur les prix, et mon souci constant a été de faire respecter cet accord par l'ensemble des industriels, et je dois dire que, pour le moment, ils ont fait les efforts nécessaires pour s'y tenir. Yannick Botrel. Sur les éléments que vous avez soulignés au début de votre intervention, c'est effectivement un point très important. Mon souci, là aussi constant dans cette crise, c'est faire en sorte qu'on évite au maximum les dérapages en termes d'ordre public. Et donc de faire en sorte de garder un contact avec toutes les organisations syndicales représentatives. Je l'ai fait samedi, j'ai reçu la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, la coordination rurale. Je le fais régulièrement et j'ai des contacts quasi quotidiens avec les représentants de l'ensemble de ces organisations syndicales qui souhaitent toutes, j'insiste sur ce point, qui souhaitent toutes trouver une issue à la crise et qui sont toutes d'accord pour reconnaître que l'issue ne peut être que européenne. Et donc ce qu'ils attendent, même s'ils ont salué les décisions qui ont été prises hier en matière de trésorerie, parce que je crois que ça dessert la contrainte financière des producteurs, ce qu'ils attendent désormais, c'est l'assurance que nous ne nous engagerons pas dans la voie de la dérégulation totale du marché. Et je vais y revenir. Sur la fin des quotas, je voudrais juste faire un petit point d'histoire pour rappeler que la fin des quotas a été décidée aux accords de Berlin en 1999 en vue d'une élimination totale des quotas en 2008 et que les accords de Luxembourg de 2003 ont confirmé la suppression des quotas mais l'ont reporté à 2015. Donc ce choix de la dérégulation, ce n'est pas un choix qui date d'hier ou d'avant-hier. C'est un choix qui a été fait collectivement, même si on a repoussé les choses petit à petit, par l'ensemble des États européens, avec une vision qui aujourd'hui nous paraît datée, mais qui à l'époque paraissait la bonne, qui était il faut toujours gagner en compétitivité, le marché fera la différence entre les bons et les mauvais, et c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux en matière agricole. Moi je critique personne là-dessus, parce que c'est un choix qui appartenait aussi à l'ère du temps, à cette idée que la compétitivité et la concurrence économique étaient l'alpha et l'oméga de toute bonne organisation sociale. On en est revenu aujourd'hui, mais je ne critique personne parce que c'est plus facile de le dire aujourd'hui que de le dire hier ou avant-hier. Le problème, et on est là au cœur de la difficulté, c'est pour ça que je trouve toutes vos questions particulièrement pertinentes parce qu'elles permettent d'aller au fond du sujet. Le problème, c'est qu'on ne renverse pas un choix politique qui date de 1999, c'est-à-dire de plus de 10 ans,
comme ça, du jour au lendemain. Le deuxième problème, c'est que ça n'est pas l'intérêt de certains États européens de changer de politique. Et ça, je vous le dis pour le vivre quasiment tous les jours et pour le vivre notamment lors des conseils européens, la bataille elle est sévère parce que notamment les petits États n'ont pas intérêt à revenir sur la dérégulation. Parce que la dérégulation, comme me l'ont expliqué mon homologue néerlandaise, mon homologue danoise, qui sont des femmes par ailleurs de très grande qualité, attention à ne pas stigmatiser qui que ce soit parce que ces gens-là sont de très grande qualité, ce choix-là est un choix qui leur permet de tailler des croupières à des plus grands États qu'eux. Or, l'Europe d'aujourd'hui n'est plus une Europe de 3 ou 4 grands États et de 5 petits États, c'est une Europe de 3 ou 4 grands États et de 23 petits États. Et ça change la donne. Et ça rend la négociation diplomatique plus compliquée. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot de régulation? Ça, c'est effectivement une question majeure. Je précise, et là je l'assume parfaitement, que par stratégie diplomatique, vous savez que c'est ma formation d'origine, je pense que nous n'avons pas intérêt à dévoiler toutes nos cartes sur ce que nous souhaitons en matière de régulation européenne. Parce qu'il faut d'abord constituer la majorité et une fois que nous avons la majorité, avancer. Alors que si j'avance trop loin tout de suite en réclamant trop sur la régulation européenne, personne ne me suivra et je ne serai pas en mesure de faire bouger les lignes. Les choses qui sont certaines, c'est que rien ne sera possible en matière de régulation sans la réouverture de l'OCM unique. Et donc, l'un des points majeurs de la négociation, c'est la réouverture de l'OCM unique, qui me permet de mettre en place certains éléments de la régulation. Tout cela peut paraître technique, mais c'est le fond du sujet. L'organisation commune de marché, l'OCM, qui définit les règles de concurrence à l'intérieur de la production de lait et de la production d'ailleurs d'autres produits agricoles. Qu'est-ce qu'elle dit, cette organisation commune de marché telle qu'elle existe aujourd'hui? Aucune entente entre industriels et producteurs n'est possible. Aucune. Elle n'est possible que dans le cadre coopératif. Donc, le principe d'accord sur des volumes et sur des prix entre industriels et producteurs n'est pas possible dans le cadre du droit européen actuel. Or, la régulation à laquelle je pense repose sur 2 piliers essentiels. Un pilier national, dans lequel nous aurions des accords entre industriels et producteurs sur des volumes et sur des prix sous le contrôle de la puissance publique. Et ces accords devraient être définis justement dans un cadre législatif de façon à s'assurer qu'ils soient les mêmes pour tous et qu'ils garantissent bien les intérêts des producteurs. Le pilier européen doit reposer, lui, à la fois sur des mesures d'intervention qui devraient être consolidées pour être plus réactives et plus efficaces. Je vous donne un seul exemple. En matière d'intervention, c'est-à-dire de stockage privé, aujourd'hui, le stockage privé n'est possible que 6 mois sur 12. Or, il ne peut être efficace que s'il est disponible 12 mois sur 12. Alors c'est un changement qui paraît mineur, mais qui là aussi est très important. Parce que ça veut dire multiplier par 2 les coûts d'intervention de l'Union européenne. Mais ça permet aussi de prendre des décisions de réaction immédiate à la variation des cours, au lieu de les prendre avec 3 ou 4 mois de décalage, en attendant qu'on soit dans la période d'intervention possible. Deuxième élément auquel je pense, c'est la mise en place d'un marché à terme du beurre et de la poudre à l'échelle européenne, sous un contrôle européen. Parce que le marché à terme permet de donner de la distance par rapport à la variation des cours et de stabiliser les cours du beurre et de la poudre qui sont l'élément de perturbation numéro 1 du prix et du marché aujourd'hui en Europe. Enfin, je n'exclus pas, je suis en train de travailler sur ce que cela voudrait dire, et une fois encore je suis prudent pour des raisons que vous comprendrez, qui sont des raisons d'abord diplomatiques. Je réfléchis à l'équivalent de ce que sera la régulation nationale, c'est-à-dire un régulateur européen qui permettrait de coordonner l'ensemble de ces mesures et de s'assurer qu'elles stabilisent bien les prix pour les producteurs. Dernière remarque qu'a faite Yannick Botrel, il va de soi que j'ai demandé à toutes les DRAF d'être mobilisées pour vérifier que les décisions que nous avons prises en matière de trésorerie soient efficaces sur le terrain et ne laissent aucun producteur de lait de côté. Marcel Deneux, vous connaissez le sujet 1000 fois mieux que moi. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de revenus agricoles dans un marché désorganisé. C'est absolument
évident, mais je l'affirme haut et fort, je reprends vos mots mot pour mot, et si vous m'appelez tous les 15 jours, je serai le plus heureux des ministres de l'Agriculture. Donc n'hésitez pas à le faire, ça ne me posera aucun problème. Vous avez soulevé un sujet qui n'est pas un sujet négligeable, qui est la question de la politique génétique du pays. Il ne vous a pas échappé, pour ceux qui circulent dans les campagnes, c'est-à-dire tout le monde autour de cette table, que le paysage des vaches françaises a pas mal évolué en quelques années, et que les primes Holstein ont eu tendance à remplacer beaucoup de vaches, notamment, je le regrette, des Normandes, chez moi en Haute-Normandie, pour une raison très simple, c'est que les Holstein ont un rendement beaucoup plus élevé que beaucoup d'autres vaches. Mais elles n'ont pas les mêmes résultats en termes de qualité nutritionnelle du lait. C'est un autre sujet sur lequel on pourrait s'engager, mais j'estime que le camembert du lait moulé à la louche de Normandie mériterait d'être produit par du lait de vache de Normandie. Enfin, François Marc, sur la bataille de la régulation, vous avez posé 2 questions précises. Oui, il faut trouver un moyen pour contrôler la production laitière et trouver les voies et moyens pour que ces accords entre industriels et producteurs permettent aussi d'avoir une visibilité sur le volume. Ça me paraît très important. Quel pouvoir pour les agriculteurs? Alors, c'est un problème majeur. Il faut savoir là aussi tirer les leçons de l'expérience. Vous venez d'une région où l'intégration fait peur et légitimement à tous les producteurs. Parce que l'intégration, ça consiste purement et simplement à transformer des exploitants indépendants, des producteurs indépendants, en salariés industriels. Or, c'est précisément ce qu'ils veulent éviter. Et pour répondre très précisément à votre question, il y a des projets de contrats laitiers qui ont circulé, je ne sais trop comment, fournis par les uns ou par les autres, qui sont à l'opposé de ce que je veux mettre en place. Ces contrats stipulaient exactement où l'alimentation devait être achetée, à quel prix, quel était le type d'installation, quelle était la norme de vache qu'il fallait mettre en place, et ainsi de suite. Autrement dit, il ne restait plus aucune marge de manœuvre pour l'exploitant laitier et pour le producteur. Ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Mais si on veut renforcer les producteurs, une fois encore, il faut, qu'ils s'organisent mieux. Donc on ait une meilleure organisation des producteurs en aval, c'est absolument essentiel. Et 2, qu'on fasse très attention au paysage industriel français que nous allons mettre en place. Et de ce point de vue-là, on m'a parfois reproché de m'occuper trop de la question d'Entremont. Si je m'en occupe tant, c'est que derrière, il y a des enjeux en matière de pouvoir des producteurs et d'équilibre de la production et de la transformation du lait en France qui sont absolument majeurs. Merci, Monsieur le Ministre. Vous êtes encore 7 à vouloir poser des questions. Je vous donne l'autorisation de ne poser uniquement les questions. Jean-Jacques Mirassou. Je vais essayer de me conformer à votre autorisation, Monsieur le Président. Je vais être très rapide. Monsieur le Ministre, la préoccupation immédiate telle qu'elle s'exprime aujourd'hui concerne bien sûr le problème des producteurs. Et tout naturellement, vous avez fait à de nombreuses reprises allusion aux relations qui existent entre les industriels et les producteurs ou inversement. Sauf que, dans la problématique telle qu'elle a été évoquée, le grand absent, à mon sens, qui devrait figurer au-delà des producteurs industriels dans l'équation telle qu'elle est posée, c'est le consommateur. Et de ce point de vue-là, force est de constater que les intérêts des consommateurs n'ont pas été tellement abordés dans votre propos. Et ma question ressort d'un constat que tout le monde peut faire, qu'il s'agisse de l'effondrement du prix du lait, des légumes, que sais-je, jamais, au niveau du consommateur, on assiste à une révision des prix à la baisse. Quand je dis ça, je peux penser également à la viande porcine ou autre. Ensuite, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, s'agissant du volet qualitatif de ce qui se passait à l'échelon de notre agriculture, à la fois en mettant en place des conditions de modernisation qui engagent sur le plan sanitaire un certain nombre de garanties, également des considérations environnementales, tout cela a un coût. Et comment arriverez-vous à injecter ces nouveaux paramètres-là dans ce que vous avez évoqué? Vous avez dit à juste titre que le coût
de la main-d'œuvre pesait à concurrence des 2/3 sur la production des fruits, mais que ce même coût était 2 fois inférieur en Allemagne à ce qui pouvait être en France. Et j'aimerais savoir si les conditions de travail des uns et des autres sont comparables et qu'est-ce qui peut, à l'échelle européenne, expliquer ce différentiel en termes de rémunération de la main-d'œuvre, et qui n'est pas sans effet, bien sûr, sur, in fine, j'y reviens, ce qui se passe par rapport aux consommateurs. L'an dernier, c'était les fruits et légumes, demain, ça sera encore autre chose. Je trouve que vous ne pouvez pas dissocier les consommateurs des relations que vous avez évoquées entre les producteurs et les industriels. Merci, mon cher collègue. Alain Châtillon. Oui, Monsieur le Ministre. Trois questions rapidement. La première, après avoir été un acteur à la tête d'une entreprise agroalimentaire française pendant 35 ans, je voudrais vous poser la question de savoir quelle est véritablement aujourd'hui la définition de la DGCCRF. Car on a besoin d'y voir clair. Vous êtes le ministre de l'Alimentation et je crois que les industriels attendent de savoir ce que fait et à quoi sert la DGCCRF. Moi, j'ai connu la DGCCRF il y a quelques années. C'était un interlocuteur désigné qui apportait des solutions. Aujourd'hui, il devient de plus en plus le grand absent et nous avons face à nous à la fois une réglementation communautaire qui se met en place alors que les industriels n'en sont pas informés ou très éloignés. Je pense notamment à l'intervention que l'on a fait avec le président et un certain nombre de collègues sur les profils nutritionnels récemment. Et deuxièmement, l'AFSA qui est en train de véritablement cannibaliser et retirer de sa substance tout ce qui, me semble-t-il, concernait le ministère de l'Alimentation. Alors est-ce que demain on va dépendre du ministère de la Santé ? Est-ce que demain il faut mettre en place une structure pour les industries agroalimentaires pour les défendre à Bruxelles ? Je souhaiterais, et je vous fais confiance, que le ministère de l'Agriculture reprenne le leadership sur ces problèmes-là. Le deuxième point, c'est réaffirmer, et un certain nombre de collègues ici présents font partie de cette commission sur les pôles de compétitivité, que véritablement nous avons besoin de continuer à animer et développer les pôles de compétitivité régionaux. Il ne vous a pas échappé que certains aujourd'hui voudraient constituer un pôle à vocation mondiale à Saclay. Bon, tout ça c'est très bien, mais je rappellerai que les industries alimentaires, c'est la charpente industrielle des régions. Et je ne voudrais pas qu'une fois de plus, on reprenne d'une main ce qu'on a donné avec une autre au niveau de la régionalisation. Donc là, personnellement, je souhaiterais que vous puissiez appuyer la démarche des pôles de compétitivité régionaux. C'est un facteur de développement, on le voit, de nombre d'emplois, nombre de travaux, et il faut continuer dans cette voie. Et le troisième, c'est vrai qu'on parle de contrat de filière, et je vous en félicite, c'est une très bonne chose. N'oublions pas, au-delà du consommateur, la distribution. Pour avoir pratiqué la grande distribution pendant 35 ans, il ne m'a pas échappé que, quelles que soient les lois, Galland et autres, on arrivait à remplacer les marges arrière d'une façon ou d'une autre. Personne ici ne l'ignore. On a supprimé la loi Galland. On sait très bien qu'aucun industriel n'ira faire un procès à un distributeur, son client, qui représente à minima 20% de son chiffre d'affaires. C'est une utopie. Mais en revanche, on sait très bien dans l'industrie alimentaire qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas donné en marge arrière est donné en gratuit. Alors on s'étonne, mais peut-être faudrait-il regarder de près ce qui se passe au niveau de la grande distribution. Il y va de l'avenir de nos producteurs laitiers et d'un certain nombre de PME dans ce pays. Merci, mon cher collègue. Claude Buvert. Oui, Monsieur le Ministre, j'ai eu l'occasion de vous questionner jeudi dernier sur le problème laitier. Vous avez apporté différentes réponses dont je retrouve une partie non négligeable aujourd'hui avec quelques informations même supplémentaires. J'intervenais ce matin sur les fruits et légumes. Je n'ai pas eu tout à fait une réponse aussi claire, mais dans les deux cas, effectivement, j'abordais le problème de la commercialisation et du système évoqué à l'instant. Et je rappelais, détail sur lequel, Monsieur le Ministre, même jeudi dernier, vous n'avez pas du tout répondu. Vous m'avez répondu sur la production, sur l'organisation, mais pas l'organisation de la grande distribution, pas du tout. Et je rappelais chaque fois que j'avais déposé une proposition de loi restée sans réponse, qui portait sur ce thème il y a 3 ans, au moins, ou 4 ans.
Nous sommes patients, même dans nos campagnes. Et j'aimerais bien quand même qu'on y regarde d'un petit peu plus près, car je constate qu'il ne faudrait pas que la production, y compris laitière ou même des fruits et légumes, s'organise région par région. Je déplore personnellement, étant frontalier du Nord avec la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, je vois que les revendications s'internationalisent et ceux qui crient les plus forts sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin, mais quelquefois aussi ceux qui ont des arrière-pensées autres que celles des producteurs. Il ne faut pas non plus négliger. Alors là-dessus, nous savons, moi je vous fais confiance sur l'action à conduire, mais j'aimerais vraiment que nous regardions de très près cette opération-là, que nous ne nous arrêtions pas, en tout cas, à une collaboration entre producteurs et transformateurs, parce que de ce côté-là, nous sommes toujours, en tant que producteurs, le petit poussé dans l'opération. Par contre, avoir les trois grands circuits, transformateurs certes, mais d'un côté les producteurs, de l'autre côté les commerçants, commercialisation, eh bien c'est aussi se rapprocher d'une manière très efficace des consommateurs. Je pense que c'est là aussi un point important de notre réflexion et de notre démarche. Merci, Président. Merci, mon cher collègue. Jacqueline Panis. Oui, Monsieur le Ministre, j'avais beaucoup de questions en arrivant pour cette rencontre, mais vous y avez apporté beaucoup de réponses. Donc, si vous le permettez, juste une petite précision pour confirmation, voir si j'ai bien compris, je puisse donc relayer cette information. Alors, au cours de la régulation, vous avez dit qu'il ne restait plus que vos amis italiens, il me semble, à rencontrer d'ici peu. Et dans ce cas, vous auriez une majorité. Donc, ce qui voudrait dire que dans la foulée, si je peux me permettre, vous envisageriez de convoquer donc ou de faire en sorte qu'il y ait un Conseil des ministres extraordinaire. Alors, dans ce cas, quel est le calendrier envisagé, s'il vous plaît? Merci, ma chère collègue. Jean-François Legrand. Oui, de la même manière, Monsieur le Ministre, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, donc c'est parfait. C'était sur les voies que vous comptiez emprunter pour aller vers la régulation et quels étaient les éléments globalement que vous alliez retenir pour obtenir cette régulation. Vous avez répondu, je n'y reviens pas. Ceci étant, les explications que vous nous avez données sont tout à fait intéressantes et de nature à être comprises par l'ensemble des producteurs de lait, à une condition qu'on leur dise, mais on comprend bien en même temps que vous soyez corsetés entre le souci de la diplomatie et d'avoir des éléments ou des arguments pour progresser, mais il ne faut pas oublier quand même le souci d'information. Le département de la Manche, on vous a interpellé hier, vous le savez, Jean Bizet et quelques autres collègues, parce qu'il faut faire savoir vers quoi on va. Vous répondez sur le fond à la nature structurelle de la crise, et vous répondez aussi sur l'aspect conjoncturel en apportant des mesures de court terme. Je crois qu'il faut que ça se sache. Alors on comprend bien que vous ne puissiez pas en dire plus, parce qu'il y a les exigences que vous avez rappelées, mais il faut quand même en dire suffisamment pour qu'on comprenne qu'il y a effectivement des solutions, il y a un espoir, il y a un avenir, il y a un horizon. Et dans ce domaine-là, et d'une manière un peu subsidiaire, on vous a sollicité hier pour que vous puissiez faire passer ce message vers tous les producteurs. Il y a les organismes accrédités, les organismes, comment je ne trouve pas le terme, aide-moi, représentatifs, merci, c'est ça, et il y a les autres, qui ne sont pas un organisme, l'appli, pour parler clair, qui n'est pas un organisme représentatif, et pourtant, il porte de la désespérance, il porte un certain nombre de difficultés, et d'une certaine manière les ont exprimées à regret de leur part, faisant peut-être des erreurs, mais ils n'avaient pas d'autre solution, m'ont-ils dit, pour s'exprimer. Moi, je souhaiterais qu'il n'y ait aucune humiliation, aucune mise à l'écart, et que, de votre fait, à votre initiative, vous puissiez peut-être prendre contact avec eux, je sais qu'il y a déjà eu des contacts, mais que vous leur donniez peut-être les éléments de sortie de crise que vous avez rappelés ici. Je suis persuadé que ça permettrait de ramener un peu de sérénité, sachant que ce qui est aussi grave que la crise conjoncturelle proprement dite, ou structurelle plutôt proprement dite, c'est qu'il y a une division du monde paysan, mais une division qui est dramatique. Elle se vit même au niveau des familles, dans les villages à coup sûr, et là je crois qu'il faut mettre un terme très rapide à cette division, faute de quoi on en souffrira encore pendant un certain temps. On a eu des événements comme ça à travers l'histoire agricole qui ont pu diviser le monde agricole. Ça n'a jamais été positif. Merci, mon cher collègue. Nathalie Goulet.
Oui, Monsieur le Ministre, Jean-François Legrand vient de vous parler de l'appli. J'allais moi aussi vous demander quelle communication vous alliez faire, car ils sont en Basse-Normandie, peut-être en haut aussi, représentants de tous ces jeunes qui viennent de s'installer et qui sont évidemment au cœur du cyclone en ce qui concerne la production laitière. Donc là aussi, puisque le président de la République, qui était venu dans l'Orne, avait, avec ses collaborateurs, reçu un certain nombre de représentants agricoles, sauf l'appli qui n'avait pas voulu recevoir. Donc je pense que là aussi, il faut mettre un terme à cette mise à l'écart de ce syndicat qui est peut-être pas représentatif d'une façon ou d'une autre, mais qui représente quand même des centaines et des centaines de jeunes agriculteurs. Ça, c'est la première question que je voulais vous poser. La seconde, venant de la Commission des Affaires étrangères, elle sera peut-être un peu plus exotique, mais ces litres et ces centaines de litres qui sont jetés et qui sont dispersés alors qu'il y a de la famine un peu partout. J'ai appelé notre ambassadeur à la FAO et je voulais savoir si dans les moyens de régulation il y avait des possibilités d'utiliser ce lait gâché à des fins sanitaires, à des fins humanitaires, parce qu'il y a un problème moral aussi qui se pose et qui a été soulevé à de nombreuses reprises. C'est vrai que tout ce lait déversé pose un certain nombre de problèmes aussi. Je sais que ce n'est pas simple, mais enfin, puisque vous êtes en face de moi, je me permets de vous poser la question. Merci, ma chère collègue. François Patria. Oui, très brièvement aussi, Monsieur le Ministre. Moi, je suis heureux de voir aujourd'hui cette unanimité autour de la régulation. Elle n'a pas toujours été d'actualité. J'ai vécu 84 et la mise en place des quotas, où les éleveurs me disaient chaque jour « Laissez aux agriculteurs le droit de produire, ils sauront faire le marché ». Bon, on ne va pas revenir en arrière. Ma question, elle rejoint celle de Madame Goulet, Monsieur le Ministre. D'abord, elle montre que dans les productions françaises, à chaque fois que les productions sont adossées à des signes de qualité, ce problème de marché ne se pose pas. On l'a vu, regardez aujourd'hui comment sont protégés, je ne dis pas pour les bourguignons, mais les éleveurs franc-comtois, tous les éleveurs qui font du lait et qui font du morbier derrière, ne connaissent pas la crise aujourd'hui. C'est une aujourd'hui, moins aujourd'hui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, je le vois aussi. Et paradoxe, c'est que les zones qui font des fromages là aussi aujourd'hui manquent de lait. Manquent de lait. Parce qu'on n'installe plus de jeunes dans les zones où il manque de lait. Bon, c'est une réflexion, mais je rejoins ce que dit à l'instant ma collègue. Vous avez parlé de l'OCM unique, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais parler de l'OMC. Est-ce que la solution à tout problème agricole, tout marché confondu aujourd'hui, ne passe pas par le fait qu'il faille sortir demain l'agriculture de l'OMC? Est-ce que l'agriculture... Je m'en suis entretenu avec Pascal Lamy à 2 reprises. Il n'est pas lui favorable et j'ai eu des différends avec lui. Est-ce qu'au-delà des pistes sur la régulation que vous avez évoquées, qui sont des pistes auxquelles je souscris, les pistes européennes sur l'OCM unique, j'y souscris, est-ce qu'au-delà, il ne faut pas aller loin? C'est bien sûr des mesures à long terme. Et aujourd'hui, il n'y a plus le stockage, il n'y a plus les restitutions, il n'y a plus les primes à l'exportation. Quand les quotas sont enlevés et que les finances publiques sont à mal, c'est difficile d'apporter des solutions immédiates. Mais dans les perspectives à fixer au monde agricole, est-ce que la sortie de l'agriculture de l'OMC n'est pas une idée que nous pourrions avancer en commun? Merci, mon cher collègue. C'est une proposition d'un ancien ministre de l'Agriculture. Paul Raoult. Oui, on a déjà dit beaucoup de choses. Simplement, je voudrais témoigner que dimanche, chez moi, c'était la fête du parc naturel régional et c'est la fête du lait. Il y avait donc 20 000 personnes, 150 vaches laitières, des Holstein, des Normandes, des Bleus, et avec un beau concours. Il a pu quand même avoir lieu, mais j'ai eu le droit à une belle manif de l'appli, avec 40 tracteurs qui ont déversé 700 000 litres de lait dans un champ à côté de ma commune. Ça s'est passé à peu près bien, je vais dire, hein. Mais ça veut dire qu'effectivement le monde agricole est extrêmement divisé, parce que cette fête du lait, en clair, je la fais avec la FNSEA majoritaire, bien, sauf que à la sortie de la ville, hein, il y avait des minoritaires et beaucoup d'agriculteurs de la FNSEA qui avaient rejoint l'appli dans la manifestation. Hein, et le président de la Chambre d'agriculture a eu beau dire qu'il était contre la manif, n'empêche qu'à la fin des fins, il est venu assister au déversement du lait parce que la situation a été socialement difficile. Et pour des secteurs comme l'Avesnois où des tas d'éleveurs ne peuvent faire que de l'élevage, hein, c'est-à-dire en clair on peut pas retourner dans le schiste les terres, la situation est dramatique. C'est-à-dire que les mesures rapides dont vous avez parlé, est-ce qu'elles sont suffisantes
Parce qu'aujourd'hui, il y a bien un tiers des éleveurs qui sont dans le rouge, c'est-à-dire qui ont des dettes, qui n'arrivent plus à payer le contrôle laitier, par exemple, qui n'arrivent plus à payer leurs fournisseurs. Et là, c'est vraiment dramatique. Des jeunes qui ont témoigné devant le public, les uns après les autres. Ils pleuraient. Franchement, je vous assure qu'ils pleuraient. Et c'était pas des discours de circonstance. Ils sont dans le noir. Donc il y a urgence à réagir, Monsieur le Ministre. Et je fais pas de la compassion et du catastrophisme, c'est la réalité vraie. Mais j'ai cru comprendre à travers propos que vous la vivez, vous aussi chez vous. Et donc, vraiment, il y a une urgence. Deuxièmement, sur les problèmes structurels de la régulation. Bon, on veut plus appeler ça quota laitier. OK, mais au bout du compte, ça sera bien une régulation, vous pouvoir garantir un volume à produire avec un certain prix garantissant un revenu. Alors je sais bien, c'est difficile chez moi. Les plus gros agriculteurs, l'éleveur qui avait plus d'1 million de quotas, ils ont créé un GIE et depuis quelques années, ils vendaient leur lait aux Belges. Plus cher. Sauf qu'aujourd'hui, alors là, évidemment, le prix s'est complètement effondré, et c'était eux, évidemment, qui étaient les meneurs de l'appli. Alors même qu'ils avaient fait un bras d'honneur aux coopératives du coin, il y a 2 ou 3 ans, parce qu'ils disaient, nous, en Belgique, on est mieux payés. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans la... vous m'avez compris. Donc, il faut que la régulation, elle soit française, mais elle soit européenne. Parce que ceux qui étaient avec leurs gros quotas, aujourd'hui, ils sont les meneurs des opérations, quoi. Donc, il faut qu'on arrive bien à une maîtrise de la production par rapport à la consommation. Et la consommation des produits laitiers, aujourd'hui, globalement, yaourts et autres, elle augmente pas. Elle a plutôt tendance à diminuer. Donc, il faut bien réguler. Certains secteurs augmentent et certains d'autres diminuent. Donc il faut bien réguler. Et quand vous me dites il faut essayer de maîtriser les industriels, chez moi il y a Lactalis et il y a Yoplait Candia. Il y a les deux. Vous savez, les prix sont les mêmes. Ils donnent les mêmes prix aux éleveurs de la même région. Donc il n'y a pas vraiment concurrence entre les deux. Il y a la même offre. Donc il faut vraiment que l'on trouve un moyen qui s'appellera plus les quotas laitiers, mais de toute manière, un moyen de maîtriser la production par rapport à la consommation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir dire aux agriculteurs, OK, les prix vont augmenter, mais la production, elle devra diminuer. Et selon quel mode, quel rythme, les choses pourront-elles se faire? Bien, Monsieur le Ministre, vous avez entendu ne plus parler de maîtrise, parler seulement d'adéquation entre la production et la consommation. Bon. Oui. Jean Boyer, c'est le dernier intervenant. Et vous pourrez. Oui, Monsieur le Ministre, il est inutile de redire tout haut que le lait et le salaire des éleveurs, et particulièrement en zone de montagne, nous en sommes tous convaincus. Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas que la meilleure régulation, puisque c'est un mot fort qui a été prononcé depuis le début de cette rencontre, ce serait d'abord le maintien des quotas? Parce que s'il n'y avait pas eu le maintien des quotas, dans quelle situation serions-nous aujourd'hui? Deuxième question, et je m'arrêterai là, vous avez évoqué la production améliorée de la Nouvelle-Zélande. Donc je sais que c'est facile à dire quand on est autour d'une table, surtout ici au Sénat. Est-il envisageable une régulation mondiale de la production laitière? Merci, mon cher collègue. Monsieur le Ministre, je vous propose de répondre aux interventions auxquelles vous n'auriez pas répondu dans la première partie. Bien, merci pour toutes ces questions supplémentaires. Il y a une seule chose dans tous ces propos qui sont tous intéressants, utiles et qui permettent d'avancer dans notre réflexion commune. Il y a une seule chose à laquelle je ne souscris pas, c'est quand on me dit qu'il y a urgence à agir. Comme si je restais dans mon bureau les bras croisés à lire mon journal toute la journée. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de décisions fortes qui ont déjà été prises, notamment celles qui ont été prises hier, le progrès sur la régulation européenne. Tout ça représente un travail considérable depuis plusieurs semaines. Jean-Jacques Mirassou, sur la préoccupation majeure qui était la coût de revient du producteur. Moi, je crois que le point essentiel auquel il faut que nous parvenions, c'est arriver à un prix du lait qui permette
de couvrir le coût de revient du producteur, tout en gardant évidemment en perspective l'intérêt des consommateurs. Mais la priorité absolue, et je crois qu'il faut toujours prendre un fil pour démarrer, c'est de faire en sorte que le coût de revient des producteurs soit couvert. Si vous ne garantissez pas ça, y compris d'ailleurs de manière législative, ensuite c'est ceux qui sont les plus forts, c'est-à-dire les producteurs, les industriels, qui vont s'en sortir le mieux. Donc je crois que ça doit être la priorité numéro 1, quitte ensuite à ce qu'on adapte les choses au niveau de l'industriel ou du distributeur. Mais je vais vous dire, le distributeur, il a de toute façon le consommateur en face de lui, donc il est bien obligé de vendre son produit, et s'il peut tirer le prix vers le bas, il réduira sa marge. Mais je pense qu'il faut commencer d'abord par garantir le coût de revient du producteur. Je précise quand même que au 1er octobre, la réunion que j'ai engagée sur ce sujet des contrats entre industriels et producteurs et de la filière du lait, les associations de consommateurs participeront à la table ronde que j'ai organisée. Sur la question du différentiel de main-d'œuvre, fruits et légumes, par rapport à nos autres partenaires européens. Toute la difficulté pour nous est que nous ne pouvons pas partir de la même base sociale et du même consensus social. Et c'est un problème qu'on retrouve évidemment dans d'autres secteurs. L'Allemagne, par exemple, en matière de fruits et légumes, n'a pas de salaire minimum. Elle n'a pas de salaire minimum. Il est évident que pour nous en France, il est hors de question d'améliorer la compétitivité de quelque filière que ce soit en transgressant la règle du salaire minimum. En deuxième lieu, elle emploie davantage de ressortissants venus d'États membres, notamment de la Pologne. Et en troisième lieu, ces ressortissants n'ont pas de charge sociale du tout, puisqu'ils sont embauchés sur la base de leur protection sociale du pays d'origine. Donc tout ça fait un différentiel de coût de compétitivité très important en faveur d'autres pays. Nous devons inventer autre chose, parce qu'il n'est pas question qu'on s'aligne sur ce modèle-là. Et c'est là que ça rend les choses plus compliquées, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons bien avancé, notamment sur l'augmentation des exonérations de charges patronales. Monsieur Chatillon, sur la DGCCRF, je rejoins vos propos, je note bien ce qui a été dit, que l'objectif du ministère de l'Agriculture soit de prendre le leadership sur ces problèmes-là, c'est très clair. Et nous ferons le nécessaire pour arriver à prendre le leadership. Nous avons parlé avec M. Novelli aujourd'hui et je lui ai indiqué que je souhaitais effectivement que l'on fasse attention à remettre les choses d'équerre et que ce soit d'abord l'intérêt des producteurs et du ministère de l'Agriculture qui soit privilégié avant les questions administratives de droit de la concurrence. Sur les pôles de compétitivité régionaux, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Moi, je suis très favorable à ce qu'on renforce ces pôles et à ce qu'on favorise les regroupements nécessaires pour gagner en compétitivité. Enfin, sur la distribution, là aussi, on a eu l'occasion d'en parler. Oui, bien entendu, il faut faire attention à mieux contrôler les différentes pratiques. Claude Biware, je vais essayer d'être un peu plus explicite avec vous sur la question de la commercialisation, notamment dans le secteur du lait, mais aussi dans le secteur des fruits et légumes. Et je vais pouvoir l'être parce que nous avons eu la discussion aujourd'hui. Je vois les distributeurs très régulièrement, mais aujourd'hui nous avons une discussion de près de 3 heures avec eux sur ces différents sujets-là. Je leur ai demandé de faire un effort sur rabais, remise, ristourne. Vous savez que c'est une pratique, vous la connaissez tous, qui consiste à demander une remise supplémentaire aux producteurs de fruits et légumes en échange d'un service qui est rendu par la grande distribution, quand il est rendu. Là, j'ai souhaité que, face à la crise importante dans la filière des fruits et légumes, ils puissent renoncer, pour les semaines à venir, à cette pratique des rabais, remises et ristournes, ce qui serait un geste significatif et volontaire de la part de la grande distribution vis-à-vis des producteurs de fruits et légumes. Premier élément. Deuxième élément, je souhaite que sur les accords de marge, là aussi, on regarde ce qu'il est possible de faire pour améliorer les choses vis-à-vis des producteurs dans les semaines à venir. Troisième élément, et là nous avons un accord entre tous les acteurs de la filière, c'est un point important, je souhaite supprimer dans la loi de modernisation de l'agriculture tous les accords non écrits entre producteurs, grossistes et distributeurs. Parce que ces accords non écrits, ils consistent à faire venir de la marchandise sans que l'on sache quel prix va recevoir le producteur. Je pense qu'il faut substituer à ce système verbal, qui se fait au détriment des producteurs, un système de contrat écrit dont le principe devra être défini par la loi de modernisation de l'agriculture.
Ça me paraît un point aussi très important. Enfin, sur le rapport de force, je veux juste rappeler la nécessité impérative qu'il y a à mieux organiser les exploitations. Nous avons 300 000 exploitations au total en France. Nous avons 10 000 industries agroalimentaires et nous avons 7 distributeurs. Donc le rapport de force, forcément, est favorable à ceux qui sont les moins nombreux. Jacqueline Panis, sur la question de la négociation européenne. Nous en sommes aujourd'hui à 238 voix. Pour avoir la majorité qualifiée, il faut 255 voix. L'Italie pèse 29 voix, donc si l'Italie se joint à notre mouvement, mais une fois encore, elle y était extraordinairement réticente au départ, nous aurons la majorité qualifiée de 267 voix. Pourquoi est-ce que cette majorité qualifiée est décisive? Elle est décisive parce que ensuite, lorsque vous réunissez le Conseil et qu'il faut prendre une décision, vous savez que la pratique européenne, c'est qu'on ne vote jamais. Ça se fait par consensus. Mais chacun sait aussi quel est le rapport de force. Donc une fois qu'on sait que le rapport de force il est favorable à la régulation, là, vous pouvez convoquer votre conseil et avoir une réunion qui se passe plus facilement. Je précise juste que j'ai fait cette proposition lundi avec mon homologue polonais de convocation d'un conseil des ministres extraordinaire, mais que la décision appartient exclusivement à la présidence en exercice, donc la présidence suédoise, qui évidemment a refusé, mais je pense qu'il faut la mettre sous pression jusqu'à ce qu'elle accepte. Je n'ai aucun doute sur la légitimité aujourd'hui d'un Conseil des ministres de l'Agriculture. Je ne comprendrai pas que face à la crise que nous connaissons, qui est grave dans tous les pays européens, les ministres de l'Agriculture ne se réunissent pas. On l'a demandé lundi, la réponse a été négative, je suis persuadé que nous arriverons à renverser la tendance. Jean-François Legrand, sur la question, et c'est une question qui a été posée par beaucoup de personnes, sur la question du souci d'information des producteurs. Moi, je note cela. Je crois que c'est très important, effectivement, qu'on ait l'information la plus large possible pour leur montrer qu'il y a une perspective. Et je suis persuadé, je vais vous dire, c'est un peu paradoxal, je suis peut-être moins inquiet pour la filière du lait que pour d'autres filières. Parce que la consommation de lait et de produits laitiers, elle est relativement stable, que l'impact sur la santé, sur l'évolution notamment des enfants, il est reconnu et donc ça fait un produit qui est valorisant et que les consommateurs souhaitent consommer. Ils évoluent beaucoup dans la consommation des différents produits laitiers. La production et la consommation de fromage augmentent fortement, celle de produits lait frais baisse, notamment du lait UHT, mais globalement la consommation de produits lactés reste stable. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur le débouché. Donc il faut absolument que nous arrivions effectivement à faire passer cette idée que toute notre politique, elle est là pour stabiliser les marchés et garantir un revenu équitable aux producteurs de lait. Et ça, on fera passer les messages. Sur l'appli, quelle est la politique que j'ai suivie jusqu'à présent? D'abord, je les ai vus à Rennes et mon directeur de cabinet les a reçus officiellement à Paris. J'ai fait un choix qui est de recevoir régulièrement toutes, et je dis bien toutes, parce que ça n'a pas toujours été l'usage, les organisations syndicales représentatives du monde agricole. Et la représentativité dans les syndicats agricoles est définie comme dans n'importe quel autre syndicat de salariés en France. Si le Parlement demande explicitement et fortement que le ministre de l'Agriculture reçoive l'appli, moi, une fois encore, je suis là pour écouter vos propositions et vos remarques, pour progresser dans les propositions que je mets sur la table. Je n'y vois pas d'obstacle majeur. Nathalie Goulet, sur la question des jeunes, c'est probablement, vous avez tout à fait raison, ceux qui souffrent le plus aujourd'hui. Vous connaissez là aussi tous, il y a des producteurs de lait autour de cette table, la situation, le jeune qui a 22-23 ans, j'en ai vu beaucoup, qui reprennent une exploitation, qui ont une charge financière très lourde sur le dos. En général, l'exploitation n'a pas été mise aux normes, donc ils font les frais d'investissement et de mise aux normes. C'est de l'ordre de 160 000 à 250 000 euros en fonction de la taille de l'exploitation. Parfois, c'est beaucoup plus. Ça fait une charge financière très lourde. C'est pour cela que j'ai demandé aux banques que les prêts qu'ils vont accorder avant le mois de décembre privilégient avant tout les jeunes. Parce que c'est là que nous avons une vraie différence philosophique avec la Commission européenne, c'est que je ne crois pas que le marché fait le tri entre les bons et les mauvais.
Je pense au contraire que ce que nous voyons concrètement sur le terrain, c'est que la crise frappe d'abord ceux qui ont fait les investissements, d'abord ceux qui se sont modernisés et d'abord ceux qui se sont mis des charges sur le dos. Alors sur la possibilité d'utiliser le lait à des fins humanitaires, moi je perçois très bien l'intention qu'il y a derrière, qui est juste. Tout le problème, c'est celui de la commercialisation, du transport, de la collecte et du coût de tout cela, mais on peut l'évaluer, ce n'est pas quelque chose d'impossible. François Patriat, on a déjà eu l'occasion de discuter de ça ensemble. Sur la question de l'OMC, la seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes allés à l'extrême limite des concessions acceptables en matière agricole dans l'OMC. Et le problème sur l'OMC, c'est que nous avons fait ces concessions à un moment où la situation de crise sur le marché agricole n'était pas aussi pressante qu'elle l'est aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que sur ce sujet, j'ai certaines inquiétudes. Paul Raoult, est-ce que les mesures seront suffisantes? On fera en tout cas le maximum. J'ai demandé au DRAF de suivre ça au jour le jour pour faire en sorte que nous soyons assurés qu'en matière de report de cotisation, de nouveaux prêts qui seront mis en place, cela suffise pour les exploitants laitiers. Jean Boyer, sur la meilleure régulation et sur la question du maintien des quotas. Je veux peut-être en profiter, enfin, tout petit point rapide sur le sujet, dans la ligne d'ailleurs du rapport qu'avait fait Jean Bizet, sur la question du lait. Mon obsession depuis des semaines et depuis le mois de juillet, depuis que je suis arrivé à ce poste, et dès le mois de juillet, j'ai dit et répété qu'il y avait une crise du lait. L'une des premières réunions que j'ai faites au ministère de l'Agriculture a été une réunion avec l'ensemble des acteurs de la filière du lait. Je n'ai pas attendu que les événements se dégradent pour mesurer la gravité de la situation. J'ai fait un choix dès le départ, on en a parlé là aussi avec Jean Bizet, avec un certain nombre d'entre vous, qui était de ne pas revenir sur les quotas. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne progresse, notamment en matière de diplomatie, que si on est capable de montrer qu'on évolue dans sa position. Et si la France était arc-boutée sur les quotas, toujours dans sa logique d'opposition et de minorité bloquante, nous aurions été battus. Nous aurions été battus. J'ai demandé, je vous le dis à titre d'exemple et de preuve très concrète, j'ai demandé le gel de l'augmentation de 1% des quotas pour 2010. Nous avons été 4 États à soutenir cette proposition. 4. Une fois encore, pour une raison très simple que m'expliquent tous mes interlocuteurs, c'est que les quotas figent un état des choses qui est défavorable aux petits États. Et donc, ils le refusent. Plus quelques grands États, comme l'Italie par exemple, qui estiment qu'au contraire, plus ils produisent, mieux ils se portent, et qui ne veulent pas être prisonniers de quotas. Donc je crois que c'est plus intelligent de dépasser cela en disant « d'accord, les quotas, on laisse tomber ». Ça a été décidé, on ne revient pas sur une décision. Il y a un aspect psychologique aussi là-dedans. Si vous demandez aux gens de revenir sur une décision qu'ils ont prise, si vous demandez à la Commission de revenir sur une décision qu'ils ont prise, vous lui faites perdre la face. Vous les prenez billes en tête. Ils se braquent, ils disent ça y est, c'est encore les Français qui viennent nous embêter, et finalement on n'obtient rien. Je pense qu'il est plus habile de dépasser ça en mettant en place une régulation européenne des marchés dont on construit les éléments petit à petit, et dont on montre que cela peut être plus intelligent et plus efficace petit à petit. On n'est pas loin de gagner la bataille. Moi, je voudrais terminer par là en vous disant qu'on a de toute évidence perdu la première manche sur la dérégulation. On a eu un vent de dérégulation complet dans tout le monde agricole, notamment dans le monde laitier, dont on voit les conséquences aujourd'hui. Moi, je vous dis aujourd'hui, ce soir, solennellement, que nous ne sommes pas loin de gagner la deuxième manche. Nous sommes à quelques voix de gagner la deuxième manche. Et de ce point de vue-là, le soutien des parlementaires et les propositions des parlementaires pour affiner tous ces projets, essayer de tomber sur la proposition la plus juste, seront naturellement précieux. Merci, Monsieur le Ministre. Sur le dernier point que vous avez évoqué, je partage tout à fait votre approche puisque nous avons eu l'occasion d'en parler longuement. Je voulais vous remercier pour les réponses que vous nous avez apportées et le débat que ça nous a permis d'organiser. Je crois qu'à travers la crise laitière,
on a abordé globalement la problématique de l'agriculture française dans le cadre de la politique agricole commune. Merci pour les réponses conjoncturelles que vous avez pu faire vis-à-vis des agriculteurs, mais merci aussi des perspectives que vous nous tracerez dans la loi de modernisation de l'agriculture. Et je crois qu'à partir de là, nous pourrons apporter des réformes structurelles à notre agriculture pour laisser quand même un avenir pour ces jeunes qui s'installent avec une très bonne formation et qui sont de véritables professionnels. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir consacré près de 2 heures.